Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette fait ou cette anecdote méconnue au sujet donc d'Alexandre le Grand. Alors pas de place ici pour les fables ou les anecdotes douteuses, pour la plupart issues d'une tradition qu'on appelle la Vulgate d'Alexandre, une tradition historique représentée par Diodore de Sicile, Cancurs et Justin, donc issus principalement de l'histoire d'Alexandre par Clitarque, un historien quasi contemporain de la conquête, mais dont le récit n'est pas forcément fiable à tout point de vue. Et je n'évoquerai pas non plus les anecdotes ou les fables tirées du roman d'Alexandre, sachant évidemment qu'il a été en grande partie composé à partir du récit du pseudo-Callisthène, et donc il ne s'agit pas forcément évidemment d'histoire proprement dite. Donc pour le coup, je ne reprendrai pas non plus à mon compte des citations plus ou moins apocryphes, ou des rencontres légendaires, du genre Alexandre aurait rencontré la reine des Amazones. Là non, je ne vais parler que d'histoire pure et dure. Alors je commencerai en fait numéro 1, sachant qu'ils sont plus ou moins classés par ordre chronologique. Alexandre a eu un fils illégitime prénommé Héraclès. Alors, ce qu'on peut voir comme miniature à l'écran, c'est un tableau de Charles le Brun, les reines de Perse au pied d'Alexandre. Donc on est là un peu après la bataille d'Issos, au moment où Alexandre capture les membres de la famille de Darius, et ce tableau a été commandé par Louis XIV, c'est le premier du cycle fait par Charles le Brun au sujet d'Alexandre. Alors pour revenir aux faits, on sait qu'Alexandre a bien sûr eu un fils posthume qui est né quelques semaines après sa mort en juin 323, donc fils qui s'appelle Alexandre IV, qu'il a eu bien sûr avec Roxane, sachant tout de même que leur premier enfant serait mort en très bas âge durant la campagne d'Inde. Et oui. Donc en tout cas, on sait qu'Alexandre n'est pas spécialement réputé pour aimer les femmes, mais il a eu une maîtresse favorite dénommée Barcine. C'est pas n'importe qui, c'est la fille du satrape Diony, qui s'appelle Artabase. Et elle est âgée de 9 ans de plus que lui. Alors, en fait, il la connaît depuis son adolescence en Macédoine, car le père de Barcine, donc Artabase, s'est réfugié à la cour de Macédoine après qu'il se soit révolté contre Artaxerxès III, le roi perse, en 356. Et donc Alexandre retrouve Barcine justement après la bataille d'Issos, au moment où il capture la famille royale et les princesses perses. Et donc ils ont eu ensemble un fils prénommé tout de même Héraclès, qui rappelle les supposées origines héraclides des Argéades, bien sûr. Donc il est né vers 328-327, à savoir que Barcine a 2 sœurs qui sont mariées à des généraux d'Alexandre lors des noces de Suse. Donc l'aînée Artacama épouse Ptolémée, et Artonis, la cadette, épouse Eumène de Cardia. Alors il faut bien voir que lorsqu'Alexandre épouse Roxane en 327, Barcine se retire avec son fils à Pergame. Et à la mort d'Alexandre, donc Néarque, le marin, le chef de la flotte d'Inde, considère Héraclès comme étant le successeur légitime. Donc il est le seul dans ce cas-là, mais bon, c'est à noter. Alors il y a un destin cruel, comme nombre évidemment de descendants directs d'Alexandre. En 310, donc Polyperchon, donc qui a succédé à Antipater à la tête de la régence de Macédoine, entre en conflit donc à propos justement de la succession à la régence avec Cassandre, et donc il va prendre sous sa protection Héraclès, et il le présente de manière très opportuniste comme un successeur du défunt Alexandre IV, qui vient d'être assassiné en 310, avec Roxane d'ailleurs, par Cassandre. Et Cassandre, il fait pas le poids face aux 20 000 hommes
de l'armée levée par Polyperchon, et donc il va proposer un accord visant au partage de la Grèce. Et Polyperchon accepte cet accord, et pour le sceller, il fait assassiner Héraclès et Barcine en 309. Alors, à voir qu'en 2008, une urne funéraire a été mise au jour dans l'ancienne capitale des Argéades, à Égaï, avant Péla, et selon les chercheurs, elle contient les restes calcinés, donc les cendres d'Héraclès. Et oui, à retenir. Anecdote numéro 2, même si c'est parfois des faits un peu plus connus, mais peut-être certains le sont moins, c'est qu'Alexandre a failli au moins mourir 3 fois, voire plus. Alors, ce qu'on peut voir là en miniature, c'est Alexandre qui démontre sa confiance dans son médecin, qui s'appelle Philippe, au moment d'une hydrocution. On y reviendra. Alors, on peut commencer peut-être par le fait le plus connu, c'est que durant la bataille du Granique, donc la première grande bataille contre les Perses en 334, Alexandre charge à la tête des compagnons, et il manque d'être tué par un dénommé Spitridates, qui est le satrape de Lydie, dont il aurait tué le frère, qui s'appelle Rosacès. Et Alexandre manque d'être tué, et il ne doit la vie sauve que par l'intervention de Clétos le Noir, l'un de ses fidèles compagnons de jeunesse, qui aurait tranché le bras du Perse, selon Arien, et c'est donc la version, on va dire, la plus communément rapportée. Alors, j'aurais pu mettre d'ailleurs un tableau qui illustre ce fait, mais bon, c'est un tableau de Lebrun, donc je voulais peut-être un petit peu varier. Et puis d'ailleurs, sur ce tableau, Spitridates porte une hache, donc évidemment, c'est pas du tout réaliste. Alors, passons au deuxième épisode, qui est illustré par le tableau que vous pouvez voir. C'est qu'après avoir conquis donc une grande partie de l'Anatolie, Alexandre entre à la fin 334 en Cilicie, et il fait étape dans la ville de Tarse. Et là, il a la mauvaise idée de se jeter tête baissée dans l'eau glacée du fleuve, qui s'appelle le Cydnos chez les Grecs, et il aurait été victime d'une violente hydrocution. Et d'ailleurs, selon Arien, il reçoit une lettre de Parménion, donc son vieux général en chef, qui lui annonce que son médecin personnel, donc Philippe, a été corrompu par l'ordre des Perses et qu'il cherche à l'empoisonner. Donc donc Alexandre tend la lettre à Philippe, tout en buvant le breuvage, pour montrer qu'il a tout à fait confiance dans son médecin. Et il boit le breuvage sans aucune hésitation. Et finalement, il va guérir, sa confiance n'a pas été trompée, l'accusation est fausse, et Alexandre, après 3 semaines de convalescence, va guérir. Alors passons au 3e épisode, 3e fois où Alexandre a failli perdre la vie. Donc on est là dans la campagne d'Inde, après la bataille de Lydaspe, quand l'armée macédonienne remonte la vallée de l'Indus, 326-325. Et donc en novembre 326, au cours d'une campagne qui d'ailleurs s'apparente selon Arien à un véritable génocide, il attaque une ville des Maliens, donc un peuple, et une ville qui est peuplée de nombreux brahmanes, donc des prêtres évidemment hindouistes. Et ça provoque une rébellion, d'ailleurs, dans toute la région des Maliens. Et donc il monte à l'assaut donc des remparts de la ville, il fonce à la tête de ces hommes, et il se prend une flèche dans le torse, sachant que les Indiens étaient réputés pour leurs archers à l'époque. Et il ne doit la vie sauve qu'à l'intervention donc de ces somatophylaques, Léonatos et Peuquestas, et ce dernier en fait lui sauve la vie en le protégeant donc du supposé bouclier d'Achille, qui a été démonté du temple d'Athéna à Troie. Et donc Alexandre est très sérieusement blessé, on peut considérer que c'est la blessure la plus grave de ses campagnes, au point que l'armée croit en sa mort. Et cette rumeur se répand dans tout l'Empire, ce qui suscite des troubles, et notamment la défection des mercenaires grecs de Bactriane, d'ailleurs qui donnera plus tard la sécession du royaume gréco-bactrien. Et donc sa convalescence de plusieurs semaines l'oblige à arrêter l'expédition jusqu'au printemps 325. Et d'ailleurs, à noter qu'il n'est pas blessé à la bataille de Lydaspe, comme le rapporte une certaine tradition. Il a bien été blessé contre les Maliens dans la vallée de
l'Indus. Le fait suivant, numéro 3, Alexandre a fait exécuter son homonyme. Donc on est là dans le contexte de la conjuration de Philotas, qui a bien sûr été exécutée peu après l'exécution de son père qui s'appelle Parménion, qu'on connaît bien. Alors en fait je parle ici d'Alexandre dit le Lynceste, qui est un membre de la famille princière de l'Incestie, donc une région de Haute-Macédoine, dont les membres ont été longtemps les rivaux des Argéades. Alors cet Alexandre le Lynceste épouse une fille d'Antipater, ce qui montre quand même son importance dans la hiérarchie, et il est réputé pour son courage et son ambition, et il fait partie des amis, des fileuilles du roi. Alors à bien voir qu'en 336, tout de suite après l'assassinat de Philippe II, ses frères, Héromène et Arabaios, sont exécutés, soi-disant pour leur complicité dans l'assassinat. Alors il n'y a aucune preuve qui le stipule, mais bon voilà, il y a une purge qui est menée par Alexandre et Olympias, autour, on va dire, de concurrents potentiels, sans parler voilà du meurtre aussi d'Amitas IV, donc qui est un cousin d'Alexandre qui a régné juste avant Philippe II. Enfin, en tout cas, Alexandre le Lynceste est épargné par Alexandre, car le Lynceste le reconnaît immédiatement comme le seul roi légitime. Alors, il est rapidement désigné stratège de Thrace, et d'ailleurs, en 335, il y a une rumeur qui prétend qu'il conduit l'armée macédonienne vers Thèbes, car des dirigeants thébains ont produit de faux rapports qui annoncent la mort d'Alexandre. Donc au départ de l'expédition en Asie, le Lynceste accompagne le roi, qui manifestement ne lui fait pas confiance dans la gestion de la Thrace, il demande à l'accompagner avec lui, et il commande la cavalerie thessalienne, après que Calas, commandant de départ, ait été désigné satrape de Phrygie et des Spontiques. Alors, en 333, Olympias écrit à son fils qu'il doit se méfier du Lynceste, car les familles princières de Lyncestide et d'Orestide ont, selon elle, l'ambition de renverser les Argéades. Et dans la même idée, en 333, toujours, Parménion informe au roi qu'un Perse a été arrêté alors qu'il porte sur lui une lettre de Darius III adressée au Lynceste qui lui offre 1000 talents d'or pour assassiner le roi. Donc il est arrêté dans le camp de Parménion, un peu avant la bataille d'Issos. Alors Curse propose une version différente, peut-être d'après le récit de Clitarque, en affirmant en fait que c'est deux informateurs qui ont accusé le Lynceste. Donc on n'a pas de preuve qu'il a vraiment voulu assassiner Alexandre, il faut être clair. Alors il est déchu de ses fonctions, gardé sous surveillance dans les fourgons de l'armée, totalement éparé, affamé et abruti, voilà, enfermé dans des convois. Et en fait, il est épargné par Alexandre, parce on peut supposer qu'il cherche à garder le soutien d'Antipater, dont il est le beau-père. Et donc au lendemain de la conjuration de Philotas en 330, qui va évidemment être très durement réprimée, l'assemblée des Macédoniens, en clair les compagnons d'Alexandre, demandent à ce que le Lynceste subisse le même sort que Philotas, qui est lapidé. Et Alexandre donc, hésite, finit par céder, et il y a quand même un procès qui est organisé. Alors le Lynceste, abruti par 4 années de captivité, ne parvient pas à se disculper, et il est mis à mort en Drangiane, en octobre 330. Et on peut considérer que cette exécution est un bon moyen pour Alexandre d'éteindre une dynastie rivale. En numéro 4, voyons, Alexandre a fait restaurer le tombeau de Cyrus le Grand. Donc on le voit ici en photo. Alors on est là à Pasargâd, en Iran actuel, donc de retour vers Babylone après la campagne d'Inde. Alexandre se rend donc à Pasargâd, à 40 km de Persépolis. Et en chemin, il demande à Aristobule, donc le futur rédacteur de mémoires, qui vont inspirer Arien dans l'Anabase, de restaurer le tombeau de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse achéménide, qui est mort en 529. Alors le mausolée est traditionnellement attribué à Cyrus le Grand, bien qu'il n'existe pas de preuve définitive l'identifiant comme tel. Donc quoi qu'il en soit, Alexandre estime que c'est bien le cas, et bien voir qu'en 331, donc en route en Iran après avoir détruit Persépolis, il visite le monument, et il y trouve un lit en or, une table montée avec des verres et des boissons,
un cercueil en or, de nombreux bijoux, des ornements sertis de pierres précieuses, et une inscription. Alors, il n'y a pas de trace de cette inscription, mais malgré les controverses, en tout cas, Strabon dit, ouvrez les guillemets, « Passant, je suis Cyrus le Grand, j'ai donné aux Perses un empire, et j'ai régné sur l'Asie, alors ne jalouse pas ma tombe. » Donc en tout cas, Arrien écrit que la tombe a été profanée et pillée durant la campagne d'Inde, et Alexandre ordonne donc à Aristobule qu'elle soit entièrement restaurée. Il témoigne là, évidemment, d'un geste de bonne volonté à l'égard des Perses. On est là quelques semaines avant les noces de Suse, qui verront 10 000 gréco-macédoniens épouser des femmes perses et mèdes. Donc on est là, évidemment, dans l'idée de flatter les élites iraniennes. Voilà pour ce fait numéro 4. Fait numéro 5, Alexandre a caché une défaite à son armée. Donc là, on voit ici une carte du bassin de l'Amour Daria, que les Grecs appellent l'Oxos, et de la région de Samarcande. Donc on est là à la frontière entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Donc durant 2 années, l'hiver 329 au printemps 327, Alexandre mène une longue et difficile campagne dans les hautes satrapies, afin de mater les satrapes rebelles. Alors, les hautes satrapies correspondent à l'Ari, la Bactriane, la Sogdiane, la Drangéiane et la Margiane, c'est-à-dire aux actuels Iran septentrional, Afghanistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Ces régions sont le carrefour entre les peuples scythes nomades, jaloux de leur indépendance, et les Iraniens sédentaires. Et d'ailleurs, les souverains chéménides n'ont jamais vraiment exercé une souveraineté totale sur ces régions, et Alexandre va avoir beaucoup de difficultés pour imposer son autorité. Donc Alexandre lutte en Sogdiane et en Bactriane contre Spitamenès, qui est un satrape, celui-là même satrape de Sogdiane, qui a livré Bézos, l'assassin de Darius III, ou satrape de Bactriane, j'ai un doute, je ne sais plus. Bref, en tout cas, il s'est révolté et a massacré plusieurs garnisons. Et Spitamenès rallie en particulier les Sakas et les Massagètes, donc des tribus apparentées aux Scythes, bien connues pour leur cavalerie, bien sûr. Il assiège Samarcande, capitale de la Sogdiane, tandis qu'Alexandre, lui, est occupé contre les Scythes plus au nord. Et donc Alexandre va charger un Perse rallié, qui s'appelle Pharnuchès, avec pour adjoint donc, plusieurs Macédoniens, donc appelés Caranos, Andromaque et Mélédème, et qui sont chargés de lutter contre Spitamenès. Donc Alexandre leur donne un corps d'armée, 60 compagnons à cheval, 800 mercenaires à cheval également, et 1500 fantassins mercenaires. Alors, durant l'été, Spitamenès est contraint de lever le siège, mais dans la bataille qui s'ensuit, les Macédoniens sont défaits par les cavaliers scythes, ce qui les force à se replier sur la rivière Polytimète. On est là, c'est l'actuel Zerafshan, vous voyez là, au nord de Samarcande. Et là, Pharnuchès comprend qu'il a peut-être pas les talents militaires nécessaires, parce que c'était d'abord un traducteur, voilà, à savoir. Donc en tout cas, les officiers macédoniens refusent de le remplacer, alors sûrement par fidélité aux ordres d'Alexandre, mais peut-être aussi pour ne pas endosser une éventuelle défaite. Et donc en tout cas, il se replie donc, le long d'une rivière, dont les rives boisées permettent un abri. Sauf qu'arrive la cavalerie scythe, et là, Caranos, donc qui commande la cavalerie, alors, dans un geste de témérité ou bien de lâcheté, tente de traverser la rivière. Dans la précipitation et le désordre, le reste de la troupe suit, et ils sont exterminés par les 600 archers montés scythes. Donc on a 2000 soldats tués, et on pense que Pharnuchès ainsi que les 3 généraux que j'ai cités, ou officiers, trouvent la mort. C'est ni plus ni moins que la plus grave défaite en fait, des campagnes militaires d'Alexandre, même s'il n'est pas présent. Et d'ailleurs, la réaction d'Alexandre est significative de son profond désarroi, parce qu'il va interdire aux rescapés, sous peine de mort, de divulguer la réalité de ce désastre. Alors, la répression à l'égard des Sogdiens est implacable. Syropolis est détruite, et les hommes en âge de porter les armes, sont tous tués. Donc cette bataille est considérée comme la seule défaite, on va dire, du règne d'Alexandre, et elle est la première et dernière fois qu'Alexandre confie un commandement militaire à un oriental. Et on notera quand même que Spitamenès est finalement tué en 328 par les Massagètes, donc ses alliés, inquiets de la réaction d'Alexandre, qui vient de signer un traité de paix avec les Scythes, après avoir fait une démonstration de force le long de la Moudaria. Et pour l'anecdote, la tête de Spitamenès est portée à Alexandre. Alors, les points suivants,
Alexandre est mentionné dans la Bible hébraïque et dans la Bible chrétienne. Donc vous avez là un tableau qui reprend une tradition comme quoi Alexandre aurait visité le temple de Jérusalem, même si on pense que c'est une tradition apocryphe. Mais là, en tout cas, il y a des faits, on va dire, légendaires et des faits historiques qui se mêlent. Alors, il faut d'abord remarquer d'emblée qu'Alexandre bénéficie dans le judaïsme d'une réputation favorable. Donc ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais globalement, c'est le cas. D'ailleurs, il y a même une légende provenant du roman d'Alexandre qui dit qu'il se serait converti au judaïsme. Alors en fait, il y a une version, on va dire, très favorable, apologétique, qui s'est construite parmi les juifs hellénisés d'Alexandrie, et qui stipule que Alexandre serait allé honorer donc le grand prêtre de Jérusalem. Alors, si on regarde bien les faits, en tout cas d'après Arrien, après la prise de Tyr en 332, il n'aurait que traversé la région, il n'aurait pas séjourné à Jérusalem. Alors c'est à noter d'ailleurs que, sans polémique, mais que Arrien appelle cette région la Syrie palestinienne. Bon, il y a de quoi sourire. Alors, en tout cas, à voir aussi qu'après son retour d'Égypte en 331, il n'est pas mentionné non plus de séjour à Jérusalem. Bon. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Alexandre est mentionné tel quel dans le livre de Daniel, qui est en fait l'ouvrage le plus récent, donc chronologiquement, de l'Ancien Testament, donc qui est composé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, après la mort d'Alexandre, mais qui en fait annonce rétrospectivement des prophéties. Donc en fait, Alexandre est évoqué au titre d'un roi grec qui soumettra les Perses et les Mèdes et mourra à l'apogée de sa puissance. Alors il n'est pas cité explicitement, mais enfin on se doute bien qu'on parle d'Alexandre. Donc en fait, il s'agit de prophéties, mais qui sont faites après coup. Alors là, il est vu de manière plutôt péjorative. Il est associé à un bouc et à une bête aux dents de fer. Alors, à voir qu'il est aussi mentionné donc, dans l'introduction du premier livre des Maccabées, donc rédigé vers 130 avant Jésus-Christ, qui relate la révolte contre les Séleucides. Alors bien voir que les livres des Maccabées ne font pas partie de la Bible hébraïque, mais ils font partie de l'Ancien Testament, de la Bible chrétienne. Alors donc ces livres, on va dire juifs, mais qui sont pas dans la Bible chrétienne, s'appellent les livres deutéro-canoniques, ou second canon. Donc c'est intéressant de le noter, mais enfin voilà, le livre des Maccabées fait partie de la Bible, mais de l'Ancien Testament, mais ne fait pas partie de la Bible hébraïque. Donc en tout cas, il est vu comme celui, de manière améliorative, celui qui a étendu l'influence grecque dans la terre d'Israël. Alors le livre condamne d'ailleurs aussi violemment, évidemment, le Séleucide Antiochos IV, qui est coupable d'avoir profané le temple de Jérusalem. Je reviendrai peut-être un jour d'ailleurs sur la révolte des Maccabées et Antiochos IV, le fils d'Antiochos III, le Grand. Alors, la vision des Juifs commence à changer donc au IIe siècle avant notre ère. Les Juifs hellénisés, soit de Judée-Israël, soit d'Alexandrie, sont reconnaissants envers Alexandre d'avoir notamment permis, indirectement on dira, l'installation donc des Juifs à Alexandrie, où est traduite en grec la Bible hébraïque, vers 250 avant notre ère. C'est ce qu'on appelle la Septante, car elle a été traduite par 72, ou 72, comme diraient nos amis belges, 72 savants. Bon. Alors à voir que Flavius Joseph est aussi écrit au 1er siècle avant notre ère, que le livre de Daniel a été montré à Alexandre lors de son entrée à Jérusalem, ce qui n'est pas possible parce qu'il est écrit après, mais bon, évidemment. Donc, alors soi-disant, selon Flavius Joseph, Alexandre se serait prosterné devant le grand prêtre de Jérusalem, qu'il a accompli un sacrifice dans le temple et confirmé aux Juifs leurs privilèges. Alors il y a plusieurs aussi allusions dans le roman d'Alexandre, comme quoi voilà, Alexandre aurait même reconnu Yahvé comme le Dieu unique, et ces épisodes sont repris dans toutes les versions du roman d'Alexandre, qu'elles soient hébraïques, latines ou byzantines. D'ailleurs, il y a un récit du 5e siècle d'origine talmudique, s'appelle Le Voyage au paradis, qui fait d'Alexandre un défenseur du judaïsme, et finalement, selon le Talmud, Alexandre voit en rêve, la veille de chaque bataille, le visage du grand prêtre, qui lui dit comment remporter la bataille. Point suivant, le dernier, le point 7, Alexandre est probablement, et je dis bien probablement, mentionné dans le Coran, même si c'est une tradition, on va dire, assez courante. Je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai pu faire sur la postérité d'Alexandre. Donc on peut voir là ici une miniature tirée du Falnama, donc un livre de prophétie perse du XVIe siècle, où d'où Karnaïn, le bicornu, construit un mur contre Gog et Magog. Alors,
je dis probablement, voilà, parce que c'est pas sûr à 100%, parce que voilà, il y a plusieurs, on va dire, interprétations, parce qu'il n'est pas cité explicitement. Ça peut être propice à certaines polémiques. Hein. Bon, à l'époque, j'ai dû batailler pas mal sur Wikipédia à ce sujet-là. Bref. Donc, en tout cas, une tradition donc rapproche Alexandre de celui qui est cité comme celui qui a 2 cornes, cité tel quel dans la sourate 18, appelée la caverne, qui est composée de 16 versets. Et donc, il est dit que ce bicornu, alors certains le traduisent aussi par celui de 2 époques, donc on l'appelle Dou-I-Karnaïn, a édifié un mur pour se prémunir des attaques des Gog et des Magog, qui sont en fait vus, alors on le retrouve aussi chez les Hébreux, mais un peu comme les barbares, les méchants qui annoncent l'apocalypse. Alors ici, si on va avoir un point de vue historique, on pense qu'il s'agit des Scythes et des Amazones, en tout cas des Scythes, qui est un peuple évidemment historique. Alors, la plupart des historiens soutiennent que ce bicornu est Alexandre, et ils fondent en fait leur argumentation sur la version syriaque de la vie d'Alexandre, du pseudo-Calistène, donc composé au VIe siècle, dans laquelle il est écrit qu'Alexandre a fait construire un mur afin de contenir les peuples barbares. Donc on retrouve exactement la même formulation dans la vie d'Alexandre du pseudo-Calistène, qui est reprise ensuite dans le Coran. Et donc cet épisode reposerait sur un fait historique. Alexandre a fait ériger un mur dans le Turkménistan actuel, qui est d'ailleurs encore appelé de nos jours la digue d'Alexandre. Alors en fait, le bicornu serait une allusion aux cornes de bouc de Tzsamon, portées par Alexandre sur des monnaies du IVe siècle, et ces pièces d'ailleurs ont circulé dans tout l'Orient et servi de modèle aux monnaies arabes. D'ailleurs, le dirham vient du mot grec drachme. Alors il y a d'autres interprétations. Voilà, il y a un historien perse qui s'appelle Tabari au Xe siècle qui dit que les 2 cornes seraient les 2 extrémités du monde, parce que voilà, il aurait parcouru le monde d'est en ouest, enfin plutôt d'ouest en est. Alors bien voir que dans cette tradition, donc dans le Coran, Alexandre n'est pas vu forcément comme un personnage historique, mais il est plutôt vu comme un messager divin, un archange, un peu à l'image de Gabriel ou de Michel, un roi justicier, défenseur de la foi. Donc il a évidemment une réputation favorable dans le Coran. Alors il y a plusieurs théologiens et historiens musulmans des époques médiévales et modernes qui réfutent l'idée que ce bicornu serait Alexandre. Il le faut remonter à Abraham ou Ibrahim, et des érudits contemporains musulmans l'identifient au roi achéménide Cyrus. Donc en tout cas, voilà, la majorité, on va dire, des interprétations stipule bien que le bicornu est Alexandre le Grand. Alors à voir que Alexandre est cité sous le nom de Al-Iskandar, donc Iskander qui est le nom, on va dire, perse puis arabe d'Alexandre, est mentionné donc dans des passages des Mille et une nuits. Il est aussi cité dans des poèmes persans. Voilà, donc ce qui évidemment prouve sa grande postérité à travers l'Orient, des thèmes que j'ai déjà développés dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que vous avez appris des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.